très heureux d'être parmi vous. Honoré aussi de pouvoir vous adresser la parole. La Chambre de commerce organise 2 soupers par année. En prendre un pour CFR témoigne d'une considération peu commune et nous vous en savons gré, de même qu'au Forum sur l'énergie. Je suis prof de morale et ordurologue. J'ai fait 4 ans d'université puis 20 ans de poubelle. Et j'ai appris qu'il n'y a que 2 productions sur la Terre. La photosynthèse d'abord, qui produit toute notre nourriture, nos vêtements, nos abris, l'oxygène qu'on respire. Et le sens. Le sens qui est le fait de l'homme et qui donne à la vie toute sa qualité et son intensité. Et quand on altère le processus de la photosynthèse, on déséquilibre les écosystèmes. Et quand on manque de sens, on déséquilibre les systèmes humains. Il y a 7 à 10 % des étudiants inscrits dans nos commissions scolaires qui ne termineront leur cours primaire qu'avec une extrême difficulté, avec 2 ou 3 ans de retard et avec l'aide d'une promotion obligatoire. C'est dans toutes les commissions scolaires et c'est chaque année que le bon Dieu amène. Ce qu'on dit à ces jeunes-là comme société, pas de diplôme, pas d'avenir. Les emplois simples, les seuls qui te soient accessibles, c'est du cheap labor, c'est indigne de l'homme. Une chose est sûre, l'avenir appartient aux spécialistes. Une chose est sûre, on n'aura jamais besoin de toi. Du point de vue du devenir collectif, tu es une nullité totale. Oh, on ne dit pas de même. Non, on annonce à la télévision, 99,9 % des emplois en Estrie exigent un secondaire 5. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ils ont 16 ans, sont enthousiastes, sont dynamiques, sont prêts à s'engager, ils veulent être utiles et reconnus, ils veulent donner un sens à leur vie. Est-ce que ça a du sens de les exclure sous prétexte qu'ils ont de la difficulté à abstraire? Et c'est le seul problème. Hein? C'est le seul problème. Un 2 qui rencontre un 3 qui se multiplie sur le trottoir pour donner un 6, ils ont jamais vu ça, ça passe droit. Mais 12 minutes d'explication avec la caravane de la récupération, pas de problème. C'est concret, vous l'avez vu après-midi. Moi, quand je cherche un crétin, je me plante devant un miroir et tout ce qu'il faut devant moi comme sujet d'étude. Alors, je vous pose la question, qui sommes-nous pour prétendre exclure des personnes de l'organisation sociale parce qu'elles n'ont pas les mêmes talents que nous? En 1988, la commission scolaire de Victoriaville a décidé que ces jeunes, rejetés par les bâtisseurs des sociétés modernes, y retrouveraient une place essentielle et reconnue comme telle. La commission scolaire de Victoriaville a décidé que cette pierre, rejetée par les bâtisseurs, redeviendrait pierre d'angle. Et c'est ça, c'est faire. CFR, c'est une fabrique de sens pour des jeunes trop peu considérés. Ce qu'on dit, nous autres, à CFR, c'est ceci. L'absence de diplôme, c'est un handicap social réel. Tu vas gagner moins. Puis non seulement tu vas gagner moins, mais tu vas être obligé de compenser par tes qualités personnelles les connaissances que tu n'as pas acquises. Tu vas être obligé d'être plus ponctuel, tu vas être obligé d'être plus autonome, tu vas être obligé d'être plus aimable, plus productif. Un ingénieur peut se permettre d'envoyer promener son patron 1 fois par semaine. Toi, si tu fais semblant d'avoir idée de commencer à y penser, tu perds ton emploi. C'est vrai tout ça. OK? On n'est pas ici pour te compter des menteries, c'est vrai ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va admettre une chose aussi, par exemple. L'absence de diplôme, ça diminue ton niveau de vie, mais ça ne change rien à ton degré d'humanité, ça. Puis d'un camp de concentration, là, le degré d'humanité manifesté n'a pas toujours fonction du diplôme obtenu, ça va là. L'absence de diplôme, ça t'empêche pas
de prendre ta vie en main, ça ne t'empêche pas de réfléchir, ça ne t'empêche pas de t'engager, ça ne t'empêche pas d'aimer, puis ça ne t'empêche pas de faire ta vie. Puis même sans diplôme, on peut changer la société. Puis même sans diplôme, on peut avoir une influence sur les orientations sociales. Puis même sans diplôme, on peut influer sur l'économie. Puis d'ailleurs, on ne se contentera pas de le dire, on va le faire. Fait que là, on a dit dans quoi on s'engage. Nous autres, on a choisi l'environnement. C'était le grand défi de l'heure. Fait qu'on a dit on s'embarque là-dedans. Puis la première chose qu'on a faite, c'est que fallait un peu changer le sens de ça, l'environnement. Hein, parce qu'à l'époque, l'environnement, c'était triste en démon. Quand tu allais à une conférence sur l'environnement, tu assistais à un énoncé de catastrophe, tout attribuable au gaspillage par la malveillance de l'homme. Après 10 minutes, tu commençais à te garder le plafond pour être sûr qu'il ne tombera pas avant que ça finisse. Tu sortais de là complètement découragé. On a dit, faut présenter le défi environnemental de façon à ce que ce soit emballant et que les gens aient le goût d'y engager. C'est vrai qu'on gaspille, c'est vrai qu'on est inconscient, c'est vrai que ce sont là des lacunes graves qu'il faut corriger. Mais c'est uniquement quand on fait l'effort de chercher ce qu'on a de bon qu'on trouve la force de devenir meilleur. Alors, à y regarder de plus près, on s'est rendu compte d'une chose. Le défi de l'environnement résulte du génie et de la noblesse de l'homme. C'est pas bon, ça? Parce que si le défi de l'environnement résulte du génie et de la noblesse de l'homme, le même génie et la même noblesse vont être disponibles pour faire face à ce défi-là. Et on s'est rendu compte finalement que le défi de l'environnement, c'était le défi du développement. Dans les 40 dernières années, on a pris plus de ressources sur cette terre que l'humanité avant nous. Dans les 40 dernières années, on a pris plus de fer, plus de bois, plus de pétrole. On a pris plus de tout sur cette terre que l'humanité avant nous. Je sais que ça a l'air étonnant de dire ça, mais quand on réfléchit un peu, on se rend compte que c'est évident, c'est à cause du développement. Développement démographique d'abord. Dans les 40 dernières années, on a rajouté 4 fois plus d'hommes sur la planète que durant les 19 premiers siècles de notre ère. En l'an 1, on est 250 millions sur la Terre, 1 milliard en 1850. 19 siècles pour rajouter 750 millions d'individus. 1950, 2 milliards et demi, 5 milliards 4 aujourd'hui. 2 milliards 900 millions d'individus de plus dans les 45-46 dernières années. En l'an 1000, il n'a pas de défi environnemental. Quand il commence à avoir un peu de monde à quelque part, on passe un petit coup de peste, on claire le monde et on évacue la question environnementale. C'est fini, les petits coups de peste. L'homme a eu le génie de régler ses problèmes de santé, d'épidémie puis d'hygiène publique. On va-tu broyer à cause de ça? Puis non seulement on est plus nombreux, mais on vit beaucoup plus longtemps. L'espérance de vie, c'est plus 20 ans, là, 82 ans pour les femmes, 72 ans pour les hommes. Il y en a qui disent que les hommes travaillent plus. Il y en a d'autres qui disent que les femmes s'organisent mieux. C'est juste une question de sens, hein, à chacun la liberté de donner le sens qu'il veut. Mais il reste qu'on est plus nombreux, qu'on vit beaucoup plus longtemps sur une terre qui, elle, ne grandit pas. Puis de toute façon, vivre, c'est un privilège. Et quand on aime vivre, on cherche à partager ce privilège-là. Puis il est clair qu'on va accueillir sur cette terre autant d'individus qu'elle peut emporter. Mais on a un problème, c'est que la terre ne grandit pas. La population croît, mais la terre ne grandit pas. Et non seulement on a un développement démographique phénoménal, mais on a un développement économique qui l'est encore bien davantage. La production industrielle est aujourd'hui 20 fois ce qu'elle était au début du siècle au Canada. On ne pense pas souvent à ça, hein? Un assisté social aujourd'hui au Québec en termes de confort réel vit mieux que Louis XIV. On peut je suis sérieux, hein? Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Louis XIV a jamais mangé une banane, c'était pourri avant d'arriver chez eux. Louis XIV n'a jamais mangé de légumes frais en hiver. Il n'y avait pas les techniques de congélation. Il y en a qui ont mon âge ici, vous rappelez-vous, quand on descendait dans la cave au mois de mars pour enlever les germes d'après les pétates, là?
Il y a des fois qu'il y avait bien plus de germes qu'il y avait de pétates, hein? Louis XIV n'a jamais été plus vite que son cheval, il n'y avait même pas de bicycle. Ça, c'est à plein dans des monts. Vous allez me dire que les moteurs à crotte avaient l'avantage que les émanations restaient au sol, mais ça allait pas vite. Quand Louis XIV voulait de la musique, faire l'amour, ça prenait un orchestre dans sa chambre. Bon, puis, combien Louis XIV aurait-il donné pour la carte soleil? Avez-vous une idée? Hein? En termes de confort réel, un assisté social aujourd'hui au Québec vit mieux que Louis XIV. Et ça l'arrêtera pas. L'homme a le génie de créer toutes sortes de biens qui améliorent sa qualité de vie. On ne va pas arrêter ça. Écoutez, moi, vous pouvez me demander de baisser mon thermostat, de mettre un édredon sur mon cascade 40. Vous pouvez me demander de mettre une pomme de douche qui crache au lieu de couler, mais demandez-moi pas de renoncer au chauffage central, c'est non. J'ai connu ça, moi, le chauffage à bras, là. OK? On recommencera pas ça. Chez nous, là, 25 en bas de zéro, là, le frima, c'est au milieu du mur. L'eau gelée dans l'évier le matin, hein? La mère se levait à 5 heures du matin pour chauffer le poêle. La théorie chez nous officielle, c'était ceci: ça coûte moins cher de briller les enfants que de chauffer à la maison toute la nuit. Puis c'est pas rien que chez nous, il y en a ici qui ont connu ça, certains. Je veux pas revenir à ça. Je suis pour le développement économique, mais il faut bien admettre une chose. Sur une terre qui ne grandit toujours pas, sur une terre qui n'offre pas plus de ressources qu'autrefois, un assisté social dans son existence utilise plus de ressources et d'énergie que n'en a utilisé Louis XIV. Et dernier développement, le plus récent, c'est le développement démocratique. On n'a pas réfléchi à ça. La démocratie, c'est rare, vous savez. C'est une invention sociale phénoménale, la démocratie. Mais c'est rare. Ça apparaît 4 siècles avant Jésus-Christ, dans quelques cités grecques, ça ne se répand pas. Ça disparaît avec la Rome impériale, ça revient avec la Révolution française, ça s'étend un peu en Europe et en Amérique. Puis là, tout à coup, tout le bloc de l'Est verse dans la démocratie. La démocratie, c'est le modèle de société et on veut le répandre partout. C'est bien, on a raison, mais est-ce qu'on a réfléchi? Ce qui caractérise le plus les démocraties, c'est la volonté de partager avec chaque individu un niveau de vie élevé. Dans toutes les démocraties, et dans les démocraties seulement, on a créé l'assurance chômage, le bien-être social, on a défini le seuil de pauvreté, on travaille à établir des politiques de revenus minimum garantis. Est-ce qu'on a pensé à ce que c'est le seuil de pauvreté? Le seuil de pauvreté, c'est la notion la plus noble à laquelle l'humanité soit jamais parvenue. Le seuil de pauvreté, ça veut dire vous, monsieur, parce que vous êtes une personne. Et uniquement parce que vous êtes une personne. Que vous travaillez ou pas, ça n'a rien à voir. Vous seriez un voleur ou un meurtrier, ça n'y changerait rien, parce que vous êtes une personne. Et reconnaissant votre dignité comme personne, nous nous engageons comme collectivité à vous assurer un minimum de biens et de services qui vous permettent de vous épanouir pleinement comme personne. Et ce minimum de biens et de services, il est supérieur à la quantité de biens et de services utilisés par Louis XIV. C'est pas beau, ça. L'équivalent de ça, là, ça existe uniquement dans les actes des apôtres. Puis c'est une caractéristique du royaume. Puis c'est même pas pour plus tard, hein. C'est pour quand il n'y a plus de plus tard que c'est censé commencer cette affaire-là. Nous autres, c'est tout de suite. Ça pose juste un problème. C'est que si on voulait assurer aujourd'hui à chaque individu qui peuple la planète l'équivalent du seuil de pauvreté, c'est physiquement impossible. Je vous l'ai dit, la seule production sur la Terre, c'est la photosynthèse. Nos modes de production et de consommation actuels font qu'on utilise 25% de la photosynthèse produite annuellement. Assurer à chacun l'équivalent du seuil de pauvreté, il faudrait multiplier par 8 notre production industrielle actuelle. 8 fois 25%, ça fait 2 fois la production de la planète. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? 2 solutions. La première, l'élimination sélective de population. On va vous expliquer un peu comment ça marche. On va
commencer pas trop gros, on a des îles, et c'était là. Dans le sud, un peu, là. Ces îles, il y a du monde puis des bananes. Les bananes, on aime ça, le monde, on s'en passera. On lâche le sida sur l'île, ça claire le monde, ça touche pas aux bananes. Ceux qui sont pauvres, vous levez la main. C'est terrible de dire des affaires de même en public. Hein? On devra se faire tirer sur place. Par contre, si je regarde la rapidité avec laquelle on était intervenu en Irak, puis avec laquelle on a enterré le monde dans les tranchées, je suis obligé de m'interroger un peu. On a un conflit au Rwanda, là, ça presse pas trop. Il y en a un en Haïti, là, ça ne nous empêche pas de dormir. La Bosnie paraît que c'est signé, mais ça se signe une journée puis ça se désigne le lendemain. Pourquoi ça pressait en Irak? Il y avait des ressources en jeu. Êtes-vous sûr qu'on n'est pas rendu à l'époque d'éliminer des populations pour s'approprier leurs ressources? On n'en est pas à un génocide près dans l'histoire de l'humanité, vous savez. Faut pas exclure ça comme étant impossible. Je le sais que je l'ai présenté de façon un peu gavroche, mais en parler avec trop de sérieux, c'est trop triste parce que ça l'apparaît trop probable. L'autre solution, c'est d'apprendre à produire 10 fois plus de biens, 10 fois plus de services, avec les mêmes ressources puis avec la même énergie. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est emballant. C'est facile de faire 10 fois plus de papier avec le même bois. Faire 5-6 fois plus de luminosité avec la même énergie. Chauffer 10 fois plus de maisons avec la même énergie. C'est facile. Puis ça, c'est emballant. Ça vaut la peine. Et c'est ça le défi de l'environnement. Le défi de l'environnement, c'est de faire face aux conséquences du développement. C'est de s'assurer que sur une terre grande mais limitée, un maximum de personnes jouiront d'un niveau de vie élevé dans une société démocratique qui soit respectueuse des droits de chacun et qui favorise au maximum leur épanouissement. C'est ça l'environnement. Ça vaut la peine. Ça interpelle chaque individu. Puis là-dedans, même sans diplôme, on peut faire de quoi? Parce que pour arriver à ça, il va falloir commencer par changer un certain nombre de mentalités. Puis une des mentalités que nous autres, à laquelle on a décidé de s'attaquer il y a quelques années, c'est la mentalité déchet. Déchet, c'est une mentalité. Quand je dis déchet, tout le monde voit une montagne d'objets. C'est pas vrai. Hein? Prenons ce qu'on appelle les rebuts des ménages, le papier, le verre, le plastique, la guenille, l'huile usée, les restants de peinture. C'est un déchet là-dedans. Il n'y en a pas. Déchet, c'est entre les deux oreilles. C'est une mentalité, c'est une vision des choses. C'est une vision des choses qui est basée sur une fausse notion de rentabilité. Journal, c'est pas un déchet. Journal, c'est une ressource. Mais on dit que c'est une ressource dont la valeur ne justifie pas l'investissement. Pas rentable. C'est rien que ça, vous savez. Je me rappelle les premiers temps en récupération, qu'on parlait de récupération 60. Personne ne contestait que le papier, c'est une ressource. Seulement que c'est pas rentable. Puis remarquez que cette mentalité-là, déchet, on l'applique aussi bien aux personnes, hein? Les élèves d'insertion sociale, on le sait qu'ils ont un certain potentiel, mais avant qu'ils comprennent de quoi, c'est trop de trouble. Ça vaut pas la peine. Embarque-moi ça sur le BS, puis tant qu'ils sont des gars, qu'on sauve les meubles. Puis. Même crime de mentalité, hein. C'est pas la récupération qui n'est pas rentable. C'est la notion de rentabilité qui est fausse. Le mot rentable, faites bien attention à ça. C'est un mot-clé. Si on en avait un mot de même, nous autres, en théologie, c'était le mot mystère. Là, on était en philo, on était jeune, puis on était gavroche un peu, puis là, le prêtre, il venait prêcher à la retraite, puis là, on posait la première question. Puis là, la deuxième, puis là, la troisième, il était à côté. Là, il disait, c'est un mystère. Là, petit gars, avant de poser la question, la quatrième question, puis tu l'as, hein? Pense-y. Parce que si t'en poses, 1, t'es excommunié, 2, ta valise est sur le perron, 3, ton classique est fini, puis 4, t'es mis le main dans ses lanises. C'était comme ça, hein?
Le mot rentable, c'est le mot-clé qui a remplacé le mot mystère quand les économistes ont prétendu remplacer le curé. Quand un économiste te dit c'est pas rentable, m'en dire une affaire écrase. Parce que si tu continues d'argumenter, tu rentres dans les handicapés mentaux. Puis je peux vous en parler en connaissance de cause sur un crime de table. Puis pourquoi? Simplement parce qu'on a une notion cloisonnée de rentabilité. C'est rien que ça. Cloisonnement va vous expliquer ça, on a ça nous autres d'école. Le prof de maths, il ne corrige pas les fautes de français, c'est pas sa matière. Puis le prof de français, il demande un travail sur la violence conjugale. Puis là, tu lui écris, si les femmes d'aujourd'hui acceptaient, virgule, comme le faisaient si bien nos grands-mères, hey, la comparative inclue. La domination naturelle du mâle, il n'aura moins de violence conjugale. Excellent vocabulaire, bonne syntaxe, pas de faute, remarquable ponction. 95%, la morale, c'est le gars d'à côté. Hein? C'est ça le cloisonnement. Ben, en économie, c'est la même crime d'affaires. Moi, je me rappelle, on parlait avec les gars de Cascade en 75. Pas possible, la collecte sélective. On n'est pas capable de payer le papier assez cher pour couvrir les frais de collecte et les frais de tri. T'as pas d'affaires à payer les frais de collecte, je les paye déjà dans ma taxe de vidange. Seulement que la comptabilité de Cascade puis celle de la municipalité, c'est cloisonné. Ça s'additionne pas. Tu veux que je te dise? À partir du moment où ce que la ville a dit, on a 2 collectes de vidange, on en fait une qui va au site, puis on en fait une de ressources qui va à récupération bois-franc. Les frais de collecte étaient payés. Puis la récupération était rentable. Puis on avait sauvé une pièce dans la taxe, hein? Puis c'était pas rien. En 88, là, 56 000 de population, 1 million de chiffre d'affaires, 21 emplois, 14 de nos anciens élèves, 8 piastres de l'heure, j'ai mis le BS, là. Puis comment ça vaut, ça, 16 jeunes, 17 jeunes, 14 jeunes, de 19, 20 ans, qui peuvent commencer à sortir avec quelqu'un? Va gagner 8 piastres de l'heure, ma compagne va en gagner 8, 7, en tout cas, ça va nous faire 500-600 piastres de revenus par semaine. On est capable d'envisager de faire notre vie. On est capable d'envisager d'avoir un enfant, d'être capable de les nourrir. Ça vaut quoi, ça? La fierté d'un jeune qui est capable d'assumer son existence. Comment vous rentrez ça dans votre équation de rentabilité? Bien, cette équation-là de rentabilité, il sera temps qu'elle existe un peu plus. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est le rôle de l'économie de décider qu'une chose est impossible, ou si c'est le rôle de l'économie comme science de rendre possible et cohérent ce qui est humainement souhaitable? Il serait temps que du côté de l'économie, on revoie un certain nombre de paramètres. Puis ça change, parce que de plus en plus, quand on affronte un économiste, c'est plutôt moi qui a la niaiseux. La mentalité d'échec, ça nous prive de quantité de ressources, mais c'est aussi la source des plus grands problèmes environnementaux. C'est grave comme mentalité. Les grands problèmes environnementaux, c'est quoi? Les puits acides. La moitié du problème vient du fait que nos collègues américains produisent l'énergie en brûlant le charbon. Dans le charbon, il y a 3% de soufre. Tu brûles le charbon, le soufre se dégage dans l'atmosphère, réagit avec la pluie, retombe au sol, ralentit la croissance de la forêt, acidifie les lacs, détruit la faune, détruit la flore. Ça mange la roche. Il y a des jours où la pluie tombait d'un bois franc à 2,92 d'acidité. L'eau normale, c'est 5,6. Le vinaigre, c'est 2,3. Pourquoi? C'était tellement facile de capter le soufre à la sortie des cheminées, de l'incorporer à certains engrais qui appliquaient ces bonnes récoltes au moment opportun donnent d'excellents résultats. Sur le tabac, phénoménal. Tu obtiens des feuilles de tabac, mon cher ami, toujours. Puis le tabagisme, ça, c'est autre avantage que suffisamment répandu, il aide à stabiliser la population. Tu dis, pourquoi pas qu'on s'en prive? OK? Pas rentable. Pas rentable. Mais quand tu commences à rentrer dans l'équation les pertes de l'industrie forestière, quand tu commences à rentrer dans l'équation les pertes de l'industrie touristique,
Quand tu commences à rentrer dans l'équation les attaques à la santé humaine, la destruction des édifices publics, ça devient joliment rentable. Hein? Ça devient joliment rentable. Je pourrais vous faire la même démonstration pour l'ozone, pour les changements climatiques, c'est la même chose. Exactement la même affaire. Pas rentable. Bien, cette mentalité-là, nous autres, on s'est dit, on est capable de la changer. Parce que c'est aussi le rôle de l'école de faire évoluer les mentalités. Et en changeant la mentalité déchet, on va protéger l'environnement, on va soutenir l'économie, on va améliorer notre démocratie. Parce qu'une démocratie qui fait une place à ses exclus, c'est une démocratie qui se grandit. Alors évidemment, on a commencé par nos classes. En environnement, dans ce temps-là, c'était toujours la faute des compagnies. Hein. Moi, j'ai été élevé à Drummondville, sur le bord du Saint-François. Il y avait un moulin à papier à Stengus, il y en avait un autre à Windsor, il y en avait un à Brompton. Des poissons, la bédane à l'air, on en a vu passer rien en masse. Hein. Le dernier brochet que j'ai pogné dans le Saint-François en 56, moi, en morceaux dans poêle à frire, il frétillait encore tellement il était content que je lui ai donné une chance de mourir avec dignité. Fait que ça vous donne une idée de l'état de la rivière, hein? Bon. Nous autres, on s'est dit, c'est pas comme ça en démocratie. C'est pas comme ça en démocratie. En démocratie, le changement ne commence pas par les compagnies. En démocratie, le changement commence par le peuple, puis c'est pour ça que ça s'appelle la démocratie. Dans un Québec où chaque citoyen va considérer ses rebuts comme une ressource à exploiter et va consentir les investissements pour le faire, dans un tel Québec, le ministre de l'Environnement va jouir d'un pouvoir considérable. Et les compagnies vont suivre. Et les institutions vont suivre. Et le reste va suivre. En démocratie, le changement, ça commence par le peuple. Alors, la première chose qu'on a faite, nous autres, on a dit, dans chaque classe, il y a une poubelle. Pas un mauvais gars, poubelle. Vous savez, c'est une personne, c'est un préfet de MRC. Il a vécu à l'époque où, avant de tirer ton pot de chambre du 3e étage, il fallait que tu cries. Tu n'as pas besoin de te garder s'il y avait du monde en bas. Pourvu que tu cries, tu respectes la norme. Quand tu vas dire si l'incinérateur respecte la norme, c'est à peu près ça que ça veut dire aujourd'hui. Alors, poubelle, il a dit, citoyens, nous avons des problèmes d'hygiène publique. Si nous voulons les solutionner, nous allons devoir apprendre à placer toutes nos crasses dans le même contenant et à les gérer collectivement. Puis c'est comme ça que ça a commencé, les premiers systèmes municipaux de gestion des rebuts. Puis le contenant, ça a gardé son nom, ça s'est appelé une poubelle. À cette heure, poubelle, il a vécu en 1860, je pense. À une époque où la pression, ses ressources, puis la conscience du développement n'était pas celle qui est aujourd'hui. Et poubelle, il a oublié de dire à son monde, quand vous ramassez vos crasses dans le même contenant, séparez ce qui se récupère de ce qui ne se récupère pas. Alors nous autres, on a dit Eugène, il s'appelait Eugène. Ça nous a fait plaisir, tu as été fort utile, mais ton temps est fait. Puis on l'a remplacé par Mme Corbeil. Hein, Mme Corbeil, oh, je vous la présente. Ça, là, ça va passer comme une des innovations du siècle, ça. Mets ton papier en bas, ce qui ne se recycle pas en haut. OK? Jamais de déchets dans le papier. Ah ben non, il faudra se pencher, faire un effort pour mal faire, il y a trop d'ouvrage. Oublie ça. OK? Ça peut arriver que tu as du papier avec ce qui ne se recycle pas. Seulement, moi, je rentre en classe, il y a une feuille, son nom est écrit dessus. Hein? Fait que là, moi, je prends la feuille, puis je dis, Monsieur Péloquin, il dit, oui, monsieur, j'ai dit déchets ressources, il dit ressources, ben je dis, viens en mettre avec les ressources. Fait qu'il vient. Le cours d'après, Péloquin, il s'en va dans la classe, puis mon collègue en maths, lui, il a oublié, je sais pas quoi, il n'a pas pensé. Fait que là, Péloquin, uniquement par souci de l'avenir de la planète, avec toute la délicatesse qu'il caractérise comme personne et le respect qu'il sait devoir à ses maîtres, là, Péloquin va dire, écoute, le con, comme les autres, mais les ressources avec les ressources. Hein? Bien, ça a été implanté dans 60 commissions scolaires. On ramasse en moyenne 10 livres de papier par étudiant par année. 10 livres de papier, c'est 800 000 feuilles. Ça veut dire que de 800 à 1000 fois par année, de la maternelle à la fin du secondaire, chaque jeune distingue consciemment ce qui se recycle puis ce qui ne se recycle pas. Puis il en prend l'habitude. Puis c'est pour ça que les Bois-Francs, ça a été les premières villes du Québec à avoir des contrats de collecte sélective. 4 ans avant Montréal. Pourquoi? À cause des jeunes. On ne fait plus 14 enfants. Et on en fait un quart, 1, 3, 8 à peu près. Fait que, on ne porte bien plus attention qu'on y portait avant. Hein?
Ta petite fille a 10 ans, est en 3e année, elle a tort, puis comme père de famille, tu n'arriveras jamais à avoir raison. Quand t'as la maîtresse puis le bon sens de son bord, toi, t'es sûr d'avoir tort. Fait que le père, avant le journal, il est arrivé pour l'acheter. Petite fille, qu'est-ce que tu fais là? C'est une ressource, ça, pas. Si tu veux que je fasse avec, pas mon problème, pas. Moi, mon problème, pas, je l'ai réglé, l'école, pas. Toi, ton problème, pas, en ville, règle-le, pas. Je te rappelle que l'adulte ici, pas, c'est censé être toi, pas. Fait que les gens sont allés au conseil de ville, puis ils ont dit, messieurs, mesdames, les échevins, élus municipaux, nos enfants nous disent que la moitié de ce qu'on ramasse des ressources, pourquoi qu'on ne fera pas une collecte de ressources et une qui irait au site? C'est comme ça que ça a commencé. À cause d'un comportement, à cause d'une mentalité. Nous autres, ça a donné notre première entreprise, ça a donné Récupération Bois-Franc qui a été privatisé, mais l'atelier de tri du papier que vous avez vu cet après-midi, c'est encore une résultante de ça. Pas qu'on ramasse le papier, on n'en ramasse pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup ici, dans notre région. Seulement que c'est plus, je pense, c'est Cascade qui nous envoie le papier, et c'est plus par considération, je pense, parce qu'il pourrait très bien le traiter lui-même. Mais Cascade, un peu par considération pour le travail qu'on a fait dans le passé, bien, et il a un peu à son tour, à l'inverse, épousé notre cause et nous soutient de ce côté-là. Après l'avoir fait ici, on s'est intéressé à la province. Vous vous rappelez du Salon des jeunes citoyens, on a reçu 193 autobus d'une semaine. C'est les jeunes qui montaient dans les autobus puis qui leur expliquaient tout le système. On visitait le salon de la récupération au Colisée, puis ensuite Récupération Bois-Franc, puis après Cascade, puis ça s'appelait Récupérons 1 million d'arbres. Et vous avez vu le résultat de ça, la caravane de la récupération après-midi. Hey, ça c'est phénoménal. Hey, on a 60 000 $ de budget là-dedans, hein? Trompez-vous pas, là. On a une dizaine de compagnies qui nous donnent 5 000 $ par année depuis 7 ou 8 ans. Puis t'appelles, là, puis ils disent, pourquoi t'appelles, le chèque est parti, là. Puis ils nous donnent pas ça par générosité, là. Ils nous donnent ça parce qu'ils reconnaissent que les meilleurs promoteurs de la collecte sélective actuellement au Québec, c'est les jeunes d'insertion sociale de la polyvalente Le Boisé. C'est pour ça qu'ils nous donnent l'argent. Ils nous donnent l'argent parce que les meilleurs, c'est nous autres. Point. Puis ils ont bien raison pour ça. Hey, je me rappelle qu'au stade olympique, au Salon international des vins et de l'alimentation, le premier ministre qui passe, mon cher ami, M. Mulroney. Pas moi, la dernière fois qu'il avait fouillé dans ses poubelles, lui, ça faisait longtemps. En tout cas, il écoutait ça, puis ça l'intéressait, le diable. Fait que quand le premier ministre est passé, le jeune, comprends-tu, il faut qu'il aille se reposer un peu, puis elle comprend bien. Il dit, coudonc, là, moi, il dit, je pense qu'il a appris de quoi au premier ministre, là. Il dit, en tout cas, il avait l'air de m'écouter pas mal. Il dit, tu as appris de quoi, certain? Hein? Il dit, coudonc, là, il dit, moi, il dit, depuis la 3e année, là, la maîtresse m'a demandé 5 x 5, j'ai dit 12, tout le monde s'est mis à rire, depuis ce temps-là, tout le monde me traite de niaiseux. Il dit, là, moi, j'ai appris de quoi au premier ministre? Il dit, ça serait-tu que j'arrête l'allure? Phénoménal, ça, là. Quand la question revient, c'est parti. Une personne vient de retrouver l'estime d'elle-même. Puis je vis ça tous les jours. On arrive de la chute, là, avec 3 étudiants de cette année, 258 parents dans la salle. Ils t'ont, tiens, s'il vous plaît, hein, de façon remarquable. Aujourd'hui, la collecte sélective, c'est 75% de la population du Québec, c'est 3 500 emplois au moment où on se parle, potentiel 20 000 emplois. 1 par 300 tonnes, il y a 6 millions de tonnes. Alors, on a encore un peu d'ouvrage à faire, mais c'est bien encore. Après, on a la version pour entreprise. OK, Madame Corbeil pour entreprise. Si tu ne sais pas où mettre ton papier avec ça, tu as un problème. Alors, on ne voudra pas vous insulter en vous donnant des explications. Après la récupération de domicile puis le papier, on s'est intéressé à la peinture. Puis moi, vous dire comment ça a commencé. J'étais appelé à donner des conférences en environnement, puis je rencontrais souvent M. Jacques Maillet, le président de Peinture Internationale, puis beaucoup vient me voir, puis il dit, écoute, Normand, il dit, moi, je fais de la peinture, des pompes et bateaux, puis il dit, j'ai 5% du marché de la peinture architecturale, j'en veux 25%. Il dit, mon meilleur argument, c'est l'environnement. Mais il dit, si je vends de la peinture recyclée, mes concurrents vont dire que je vends des déchets, puis je vais tout perdre. Fait il dit, regarde bien ce qu'on va faire. Il dit, vous autres, avec vos élèves, il dit, vous allez convaincre les municipalités de ramasser le restant de peinture. Vous avez convaincu de ramasser le verre et le papier, puis c'est inerte. Il dit, la peinture, c'est toxique. Puis c'est vrai, c'est dans nos corps. Il dit, vous autres, vous allez trier ça, puis vous allez mettre ça en vrac. Il dit, moi, mes gars, 25 $ de l'heure d'un restaurant de peinture, c'est une déchéance. Il dit, vous autres, à 8 $ de l'heure, c'est une carrière. C'est vrai.
On ne demande pas à l'une, on le sait qu'on n'a pas fini notre primaire. On ne demande pas un salaire d'ingénieur, on demande rien qu'à gagner notre vie, bonjour. Il dit, moi, je vais recycler. Parce que ça vous prend un bon produit, vous n'avez pas de compétences techniques. Puis il dit, vous autres, vous la vendrez. Il dit, quand moi, je vends des restants, j'ai l'air d'un exploiteur. Il dit, vous autres, vous avez l'air de sauver l'humanité. Ouais. Hey! Quand tu cherches un gars décloisonné, ce monsieur-là, le chef d'entreprise, il venait de marier de façon parfaite la problématique de son entreprise puis la problématique de l'école. Puis ils les avaient croisés. C'est ça le décloisonnement. On aurait besoin de plus des gars de même. Fait qu'on a commencé, on a fait une peinture 95% recyclée. Elle était bonne, mais il y avait une odeur plus forte que la peinture ordinaire. C'était son seul inconvénient, mais c'était un inconvénient. Ensuite, on a fait une peinture 30% recyclée. Et là, on a un produit remarquable. Okay? Et il ne faudrait pas passer ici là, sans que vous vous rappeliez de Michel Desfossés, Georges Comtois, puis plus récemment, M. Dick. M. Desfossés, lui, il est président, il est directeur général de l'OMH ici, de l'Office municipal d'habitation. Puis il a dit c'est important, puis on s'embarque, puis il a travaillé chez eux, puis il a convaincu ces gens, 500 gallons par année. Il a convaincu l'OMH de Trois-Rivières, 1200 gallons par année. Là, on embarque à Drummond en janvier, puis ça continue comme ça. Il y a des gens comme ça qui comprennent, qui sont importants, et sans lesquels on ne pourrait pas progresser. Alors, il m'en serait voulu de ne pas leur rendre hommage ici à la commission scolaire à cause de Georges. C'est 80% de la peinture qui est employée. C'est recyclé. Puis le peintre, bien content, hein, Georges a été le voir, il était retraité. Le gars n'a pas forcé pantoute. Il dit non, c'est vrai, c'est bon, ça couvre bien baiser. Excellent produit. Okay. Puis de toute façon, la peinture récupérée, trompons-nous pas, là, c'est 30% peinture neuve dans 70% de peinture neuve. Là. La peinture qu'on a récupérée, nous autres, la Hamas-Harvey, c'est à Basse-Harvey, on ne pourra pas reprendre. Après la peinture, on s'est intéressé aux luminaires de rue. Hey, ça a été bon. Elle va donner une conférence, puis il y avait là un vice-président d'Hydro-Québec qui vient me voir après. Il dit, là, il dit, Normand, il dit, moi, j'ai un problème. Il dit, ça fait 30 ans, nous autres, il dit qu'on paye du monde pour aller voir les entreprises, pour lui dire, plus tu gaspilles, plus Hydro-Québec est prospère. Là, il dit, il faut renvoyer le même monde, disent aux mêmes gens. Dieu donner des trucs pour prendre moins d'énergie. Parce qu'il dit, à cette heure, il dit, si on passe pas pour la société la plus conservatrice qui soit, il dit, on perd tous nos marchés à l'étranger. Fait qu'il dit, là, il dit... Puis il dit, ça a l'air, je suis pas capable. Il dit, je sais pas comment faire ça. Ben, il dit, c'est exactement ce que nous autres, on a fait avec le papier. Ben, il dit, pour ça, il dit, tu vas venir donner quelques conférences pour lui expliquer ça. Fait que je suis allé lui expliquer ça. Ça fut fort intéressant. Et instructif pour moi, pas sans dire. Et c'est là que, c'est suite à ça que M. Godbout est venu nous voir. Il dit, moi, il dit, je suis responsable des programmes d'efficacité énergétique. Il dit, là, on remplace tous les luminaires de rue, parce qu'il dit, il y a 40% d'économie d'énergie à faire ça. Puis il dit, on va en démancher 240 000. Ça pèse 30 livres chacun. Puis il dit, Hydro ne peut pas démancher ça, c'est pas rentable. Puis il dit, je peux pas y jeter. Il dit, tu me vois-tu faire un programme d'efficacité énergétique, puis il dit, jeter les luminaires. Il dit, ça n'a pas d'allure. Hey, j'ai dit, ça, c'est parfait pour nous autres, fait qu'on a défait ça. Vous avez vu, vous avez visité. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'Hydro pensait perdre 300 000 avec ça. Là, on finit 1 million dessus. On n'a pas de statut légal. Fait il y a une espèce de million qui flotte, là. Puis, hey, là, je travaille pour le faire atterrir ici, j'ai un moyen temps. Hein. C'est pour ça que M. Gendron, là, il était là après-midi, là, ça pressait, tu comprends bien, qu'on travaille fort de temps. Après 7 ans, on a reçu le mérite environnemental pour la petite et moyenne entreprise. C'est Belle qui a eu l'autre pour la grande entreprise. On a eu 2 prix Cristal de l'Association québécoise de maîtrise de l'énergie, dont le 2e prix du jury. On a eu le Mercure de l'environnement de la Chambre de commerce du Québec. Puis en revenant de là, je me rappelle encore, Roger Richard, notre directeur général, il réfléchissait à tout haut. C'est dans ce temps-là qu'il était à son meilleur, d'ailleurs. Et il dit, ces jeunes-là, ils sont en compétition avec les plus grandes compagnies du pays, puis il dit, ils gagnent le prix. Puis il dit, au ministère de l'Éducation, c'est des décrocheurs, il dit,
des échecs, puis il dit des échoués, puis il dit peut-être, il dit qu'au ministère, on a un problème d'évaluation. Puis c'est là qu'il a demandé au ministère un spécialiste, puis qui a affecté une ressource ici, puis ensemble, ils ont mis en forme ce qu'on faisait à CEFAIR. Et ça a donné notre programme d'études. Et le 25 avril dernier, M. Garon, le ministre de l'Éducation, venait à CEFAIR et il disait ceci: il y aura désormais 3 diplômes officiels au ministère de l'Éducation du Québec. Le diplôme d'études secondaires, le diplôme d'études professionnelles et le certificat de formation en entreprise et récupération. Et ce diplôme dit, au nom de la société québécoise, notre démocratie a besoin de la contribution de chacun, si humble soit-elle. Notre société aura toujours besoin de personnes autonomes, de citoyens engagés et de travailleurs productifs, et nous reconnaissons que les étudiants de CEFAIR sont de ceux-là. Si vous cherchez des travailleurs non spécialisés, il s'en trouve d'excellents à CEFAIR. Parce que CEFAIR, c'est aussi l'université des travailleurs non spécialisés, mais reconnus comme autonomes, engagés et productifs. Merci de votre attention.